Je n'avais jamais lu Dambudzo Marechera. J'avais entendu parler de lui, le seul Africain à avoir jamais obtenu le prestigieux Guardian Fiction Prize, le prodige zimbabwéen emporté à 35 ans par l'alcool et le sida. Dambudzo Marechera, le maudit, le fracassé, l'enfiévré aux yeux toujours brillants de boisson et de mal-être, le saltimbanque, aux mots remplis de fureur, le surdoué ingérable, foutu dehors des universités blanches de Rhodésie, foutu dehors d'Oxford, foutu plusieurs fois au trou par la police londonienne pour consommation d'alcool sur la voie publique, où il avait fini par se retrouver rejeté comme un SDF. Outrage à l'ordre, provocation en tout genre par tous les temps. Dambudzo, le cramé, le consumé du dedans, le massacreur de son propre succès. Comète à peine surgie dans le paysage littéraire mondial, que consciencieusement torpillée d'elle-même, auto-anéantie à la même vitesse fulgurante qu'elle était apparue. J'avais entendu parler des textes de Dambudzo Marechera et de leur violence crue, de leur âpreté, de leurs pages remplies de sang, de bière, de sperme. Je cite « Des tuyaux. Un être humain n'est rien d'autre que ça. Des viscères, des entrailles. Le tout ramassé en un paquet de nœuds rouges. » Je savais que The House of Hunger, la maison de la faim, publié à 26 ans à peine en 1978, 2 ans avant l'indépendance du futur Zimbabwe, était culte, planté là comme un cri au milieu de la littérature mondiale et de l'apartheid rhodésien. J'avais entendu parler de Dambudzo Marechera et je ne savais rien de Dambudzo Marechera car je ne l'avais pas lu. Je découvre cette éblouissante maison de la faim dans une traduction de Sika Fakambi. Et plus encore que la violence, plus encore que la vigueur de la peinture de la misère et du racisme, me frappe l'épaisseur de la langue, son charnu, sa sensualité. La matière du monde est là, sa consistance, son plein, ses éblouissements de rudesse comme de grâce. Le moite des paumes, le pourri des dents, le dur des poings. Là, je cite, face de lune rose et repue d'un bébé blanc. Le visage écrabouillé d'Edmund, la gaucherie hésitante de girafe qui apprend à marcher du jeune citre, tout en cou et en jambes, la chemise à fleurs, le pantalon violet et le mouchoir étranglé au cou d'un surveillant d'internat brutal dont survient tout d'un coup l'entrée magistrale. Dans l'un des plus beaux passages du livre, Dambudzo Marechera raconte simplement la pluie. La pluie qui tombe et enveloppe tout, digère tout, s'abat sur le texte, s'y impose, l'envahit. Je cite. « Elle tambourinait sur les toits en amiante. Elle tambourinait aux fenêtres. Elle pilonnait les esprits. Elle tambourinait sur nous jusqu'à l'insoutenable. Elle se déversait toute noire, en clapotis, en ruisseaux, s'abattait sur nos têtes comme un coup de poing. Elle rugissait, éclaboussée, détrempée, dégringolée, bégayante et tonitruante, des béances noires de l'univers immense et sans conscience. Elle montait, elle gonflait, claquait sur elle-même comme un fouet, vomissait à grands sauts une frénésie de fretin d'argent. Ces bruits de succion et de boue qui clapotent tournoyaient sans fin dans nos esprits, nous glaçant jusqu'à l'âme. Délire d'une pluie précipitant toute l'école dans une excitation fébrile. Éruption pareille à celle d'un furoncle qui éclate et éclabousse tout de ses acides noirs. Je voudrais citer les 3 pages de pure merveille que dure cet orage. La langue de Dambudzo Marechera est ainsi. Je la vois comme une langue, au sens propre, qui lèche les choses et les êtres, les fait briller à petits coups brefs, répétés. Dambudzo Marechera procède par touches. Il pourlèche les choses. Son monde naît à petits clappements successifs. Jamais de césure, jamais de vrai chapitre. C'est une langue qui toujours avance, se déplace, se relance. Il y a du Soni Labutansi dans la vitalité du verbe, son claquement de fouet, sa vivacité, sa majesté. Du Soni Labutansi dans la sensualité, l'âpreté de la représentation de la vie et du sexe. Je veux parler de ça. Je veux parler du sexe chez Marechera. Pas du sexe, de la baise. Dambudzo dit presque toujours screw.
Chez Dambudzo, on ne baise pas avec quelqu'un, on baise quelqu'un. Le père baise la mère et d'autres femmes. Le grand frère baise Immaculée qu'aime Dambudzo. La mère se fait baiser par une ribambelle d'amants. La mère dit à son fils « Baise, qu'attends-tu, baise !» Monde où le sexe s'assoit la prise sur autrui, où le narrateur, plus qu'il ne baise, pas même quand Julia le lui propose avec insistance, assiste malgré lui à la baise des autres. Celle du grand frère Peter qui force Immaculée sous son regard. Celle de la mère qu'un amant prend devant ses fils. Chez Marechera, la violence est au carré, elle devient spectacle. À chaque instant, les hommes et les femmes n'ont d'autre choix que voir, le stupre. Les viols, les passages à tabac, les règlements de compte. La prostituée Nestar forcée d'assister au tabassage punitif de son fils violeur. La bande de gamins qui doit regarder pendant de longues minutes, et nous, lecteurs, pendant 20 lignes impressionnantes, le grand frère qui voluptueusement se masturbe. Partout, il y a cette fameuse faim qui donne son titre au livre. La faim qui gouverne les esprits, tient les ventres, dévore les âmes. Je doute qu'il reste vivant encore longtemps, disait de Dambudzo un pasteur anglican qui l'observait dans les rues de Londres. Il mange à peine et passe son temps à boire. La maison de la faim, c'est d'abord le nom de la maison de famille dévastée par la violence. Mais c'est aussi le nom du siège des pensées du narrateur. Dambudzo, l'affamé de l'âme, le haut la bière à lui tout seul, visité par des fantômes, des voix. Je cite « La maison et mon esprit ne font désormais plus qu'un, et je n'aime pas ce bruit de ferraille dans le toit. » Fin de citation. Plus largement, c'est le nom de tous les enfermements, dans la misère, dans le ghetto, dans la condition noire, dans la prison de l'existence tout entière. La maison de la faim. Quel plus beau nom donné à la vie. Et puis, il y a la littérature qui sauve in extremis. La littérature qui éclairait déjà secrètement depuis le début la vie de la petite bande d'amis du narrateur. Julia, Philippe, Citre et Doug rêvant de créer avec lui une revue. Edmund, amoureux de Gogol, Stephen, fou de littérature africaine, et qui d'un coup offre au texte ce dénouement incroyable en 4 ou 5 pages à peine, après tout un livre sans un ray de lumière. Le désespoir de tout ce qui a précédé en une phrase, inversée, retournée comme un gant. Je cite « Mais le vieillard était mon ami ». Fin de citation. Puissance d'une phrase levier, d'un allié unique mais qui, à lui seul, permet la bascule, le salut. Le vieillard arrive et dans ses yeux brûlants, il y a 1000 histoires qu'aussitôt il se met à raconter. Dans ses yeux, il y a tout simplement la littérature. D'un coup, elle est là et tout s'ouvre. Comme par hasard, c'est par un jour de pluie que le vieillard arrive. La pluie encore pour offrir au texte un de ces rares moments de bonheur. Bonheur de ne plus penser, de ne plus rien vouloir. Régresser jusqu'à redevenir boue et se reposer de toutes les faims. Je cite « Nous nous frappions et nous couvrions de boue et de sang pendant que d'immenses trombes de pluie s'abattaient sur nos têtes nues. Et puis quelque chose d'extrêmement blanc, d'aveuglant, a fait irruption au cœur de la tempête, nous écrasant comme une masse au milieu de toute cette boue. Je me suis mise à rire. Harry s'est mis à rire. Tous les deux, incontrôlables, comme si le rire avait été le dernier mot de la tempête. Une clarté nouvelle s'est faite, de ces folies qui s'emparent des pèlerins pauliniens sur la route de Damas. Nous avons quitté nos vêtements, toujours riants, et avons commencé à nous barbouiller mutuellement de boue, sur tout le corps et à pleines mains. De terre, tu redeviendras terre.